C'est un petit coin de paradis, perdu à la pointe ouest de la Bretagne. Mais il y a 8 ans, un terrible drame traumatise le village de Plougonvelin. De chez lui, Jacques assiste impuissant à une scène d'horreur. Donc voilà la maison de mon oncle hein, qu'on a en permanence sous les yeux et qu'on a vu brûler et détruite. Votre oncle est mort dans cette maison? Il est mort dans cette maison. Et donc voilà tout d'un coup la maison du bonheur qui devient la maison de l'horreur. Hein. L'incendie s'est déclaré dans la nuit du 23 juillet 2009. Le lendemain, au milieu des décombres, dans ce lit, les pompiers retrouvent le corps calciné du propriétaire des lieux, Jean-Jacques Lepage, un notable de 67 ans, bien connu de la région. Très vite, l'affaire prend une autre tournure. À l'évidence, l'incendie est d'origine criminelle. Selon l'autopsie, Jean-Jacques Lepage a été sauvagement exécuté plus tôt dans la soirée. Il a reçu 15 coups de couteau, ainsi qu'un tir de pistolet à grenaille. Un acharnement incompréhensible pour Sophie, la fille de la victime. On retrouve des plombs dans l'orbite de son œil. Du coup, on se dit, on pense à plein de choses. Est-ce qu'ils l'ont torturé pour essayer d'avoir un peu d'argent? Est-ce que ça a été rapide? Plein de questions nous passent par la tête. Les gendarmes ouvrent une information judiciaire pour meurtre et rapidement, ils ont la conviction que le mobile pourrait bien être l'argent. Dans les années 80, Jean-Jacques Lepage fait fortune dans les prothèses auditives. Un entrepreneur à succès dont le patrimoine est estimé à plusieurs millions d'euros. Cet héritage crée de fortes tensions au sein de la famille. L'homme est veuf et père de 2 enfants. Pierre-Yves, son aîné, et Sophie, sa demi-sœur, née d'une autre relation. 2 héritiers qui entretiennent de très mauvais rapports. Sophie, 30 ans, travaille à l'époque dans les assurances. Et c'est elle qui, dans un premier temps, met les enquêteurs sur la piste de son demi-frère. Les soupçons ont été portés sur mon frère, donc un de ma part, du coup, comme mon père se confiait à moi de ses craintes, de ses peurs par rapport à Pierre-Yves, qu'il avait peur de lui. Pour mon père, voilà, effectivement, Pierre-Yves, on voulait à son patrimoine. Quelques mois avant le meurtre, Jean-Jacques Lepage est hospitalisé suite à des problèmes de santé. C'est à ce moment-là que son fils aîné tenterait de le placer sous tutelle. Quand mon père apprend cette mesure de mise sous tutelle, ça le met dans une rage folle. Hein. Il est déçu, et pour lui, c'était un peu comme avoir essayé de le voler. Pierre-Yves est outré par les accusations de sa demi-sœur. D'autant qu'il a un alibi irréfutable. Le soir du meurtre, il est en vacances avec sa femme et ses enfants, à des milliers de kilomètres de là, en Égypte. Vous voyez comme ça me fait mal de dire que les gens peuvent penser tout et n'importe quoi. Léon dit, c'est abominable ça, Léon dit. La connerie humaine n'a pas de limite. Le problème de l'argent, il est faux. Tout simplement parce que j'ai jamais eu besoin financièrement de mon père. J'ai cette chance d'avoir réussi professionnellement de mon côté. Donc je n'avais aucun intérêt financier. S'il a voulu placer son père sous tutelle, c'est pour une bonne raison. L'avoir mis sous tutelle, c'est justement sans doute le protéger, lui, de tous les prédateurs qui pouvaient tourner autour de lui. Car ses soupçons se portent sur une autre personne. Une certaine Lola, la nouvelle petite amie de son père. Quelques semaines avant sa mort, Jean-Jacques Lepage a un véritable coup de foudre pour cette jeune femme de 24 ans et il s'en confie à sa fille. Et il me présentait Lola comme étant une étudiante en médecine à la fac de Brest. Il avait des projets avec elle, il m'en avait parlé, il avait un projet de mariage. Mais j'ai trouvé ça tellement farfelu, je l'ai repris plusieurs fois, je lui ai dit « Tu peux pas refaire ta vie avec quelqu'un d'aussi jeune, qui n'aura pas les mêmes attentes que toi ». À 67 ans,
Jean-Jacques Lepage s'imagine toujours comme un grand séducteur. Mon père voulait toujours plaire, il était toujours très coquet. Il était toujours en chemise, costard, cravate, et toujours bien coiffé. C'est un homme qui aimait séduire, qui aimait plaire, qui avait une image et qui voyait qu'il vieillissait. Aux côtés de Lola, qui a 40 ans de moins que lui, il vit une seconde jeunesse et reste sourd aux réticences de sa famille, notamment celle de Jacques, son neveu. On a interprété ça comme une volonté d'avoir un peu de bonheur en séduisant encore, en se disant que sa vie n'était pas complètement finie. Voilà. Il parlait de mariage, ce qui semblait assez ahurissant, mais bon, on avait l'impression qu'on ne savait pas où était la vérité ou pas. Mais Jean-Jacques Lepage ment à sa famille en enjolivant le portrait de sa nouvelle conquête. Lola n'est pas vraiment étudiante. Elle s'appelle en réalité Laetitia Monnier. Il l'a rencontrée dans cette rue de Brest où elle travaille dans un bar à hôtesse. Elle est comme le raconte son ex-petite amie. Oui, c'était une jolie femme. Elle était charmeuse. Notre relation s'arrête parce que c'était pas une relation basée sur des bases solides. Et étant donné qu'elle fréquentait d'autres hommes dans des lieux peu fréquentables apparemment, étant donné qu'elle avait des clients rémunérés, j'ai essayé de la soutenir, j'ai essayé peut-être même de la sortir de sa merde, clairement. Et ce que j'ai pas réussi à faire, hein, très sincèrement. Donc. Jean-Jacques Lepage va lui aussi tout mettre en œuvre pour sortir Laetitia de sa condition, en vain. Cette relation entre le riche retraité intrigue les gendarmes. En analysant leurs relevés téléphoniques, ils découvrent que le soir du meurtre, Laetitia était présente au domicile de Jean-Jacques. Dès lors, elle devient la principale suspecte. D'autant que vers 23h30, après l'heure supposée du crime, elle est aperçue dans le quartier par plusieurs témoins. Alors qu'elle erre dans cette rue, elle est recueillie par des jeunes hommes qui se rendent à une fête dans cette maison. Jacques, le neveu de la victime, vit juste à côté. En fait, elle vient faire la fête avec quelques jeunes qui l'ont ramassée, en quelque sorte. Elle est dans un état d'ébriété avancée, aussi peut-être sous... Enfin, en tout cas, elle n'est pas dans un état normal. D'ailleurs, il la trouve tout de suite bizarre. Les jeunes font une découverte inquiétante. Dans le sac à main de Laetitia, ils aperçoivent des couteaux de boucher. Sur les lames, les jeunes voient quelque chose qui ressemblerait à du sang, plus ou moins séché. Et la soirée se passe de telle manière, au petit matin ou dans la matinée en tout cas, les jeunes sont obligés de la mettre dehors parce qu'elle ne veut pas partir de la maison. Puis Laetitia est aperçue à quelques pas de là, sur cette plage. Elle s'est baignée tout habillée et, pour parler très poliment, les gens qui ont essayé de lui porter aide, elle les a envoyés paître, comme on dit, hein, communément, voilà. Et surtout, eh bien là, une fois de plus, comme dans la maison, un ou des couteaux sont vus par plusieurs personnes. Des témoignages accablants pour les enquêteurs. Laetitia est interpellée et placée en garde à vue. Aussitôt, elle reconnaît qu'elle était bien présente au moment du meurtre. Mais ce n'est pas elle qui aurait porté les coups fatals. Et voici ce qu'elle explique lors de son audition. Le 23 juillet 2009, elle aurait été payée par Jean-Jacques Lepage pour passer la soirée en sa compagnie. Mais la jeune femme aurait un tout autre projet, cambrioler sa maison. Après avoir dîné ensemble, ils auraient pris une coupe de champagne. Puis le retraité se retirerait dans la salle de bain. Laetitia en aurait profité pour aller ouvrir à son complice, un certain William Roland, lui aussi fou amoureux d'elle. Alerté par le bruit, Jean-Jacques aurait alors découvert qu'il a été piégé. Une dispute éclaterait entre les deux hommes. William Roland poignarderait à 15 reprises le retraité et lui tirerait en pleine tête à l'aide d'un pistolet à grenaille. Il mettrait ensuite le feu à la maison pour maquiller son crime. Mais les enquêteurs vont vite s'apercevoir
que la version de Laetitia ne tient pas la route. Aucune trace ADN appartenant à William Roland n'est retrouvée dans les décombres. Son téléphone atteste que ce soir-là, il se trouvait à plus de 25 km. Pour les enquêteurs, cela signifie que Laetitia Monnier était seule avec Jean-Jacques Lepage ce soir-là. Mais pour quelle raison aurait-elle tué cet homme qui se montrait si généreux à son égard? L'ex-petite amie de Laetitia avance une explication incroyable. À 24 ans, la call girl est toujours vierge et refuse d'aller plus loin que le flirt. Vous étiez son petit ami, Oui. donc vous n'aviez pas de relation avec elle? Non, jamais. Non, j'ai jamais eu de relation avec elle. Il y avait un malaise par rapport à sa virginité, par rapport à passer à l'acte. Elle aurait pu perdre le pied par rapport à une volonté trop poussée de passer à l'acte, mais pas à ce point-là. Mais après, avec des produits, de l'alcool, de la drogue, là, ça peut vriller, je pense. Si vous me demandez si elle est coupable, je ne sais pas. Si vous me demandez si elle est capable de faire ça, je dirais oui. Même ses clients doivent se contenter de simples attouchements. Maître Rajoux, l'avocat des parties civiles, n'écarte pas l'hypothèse selon laquelle Jean-Jacques Lepage aurait voulu aller plus loin ce soir-là. Elle aurait pu se sentir en danger et que ça aurait pu provoquer chez elle un espèce de séisme criminel qui l'aurait conduit à commettre ce crime. Un mobile en apparence dérisoire, des armes du crime qui n'ont jamais été retrouvées et une accusée qui ne cesse de nier. Au terme de cette enquête, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Le 28 février, 8 ans après les faits, le procès de Laetitia Monnier s'ouvre devant la cour d'assises de Quimper. Les enfants de la victime, Pierre-Yves, et sa demi-sœur Sophie ne se sont toujours pas réconciliés. Ils attendent tous deux que Laetitia dise enfin la vérité sur ce qu'il s'est passé ce soir-là. Depuis son box, Laetitia continue de clamer son innocence, mais cela ne suffit pas. Après 15 jours d'audience, elle est condamnée pour meurtre à 20 ans d'emprisonnement. Un soulagement pour le fils de Jean-Jacques Lepage. C'est une grande victoire. Même si c'est 8 ans après, c'est une grande victoire. Laetitia est transférée à la prison de Brest, sous les yeux de sa maman Chantal, Je vais faire signe si elle me voit. convaincue de son innocence. Hé, hé, hé. Traité comme une criminelle, c'est pas juste. C'est pas juste. Et le harcèlement contre quelqu'un d'innocent, alors qu'ils savent peu de choses, en fait, simplement ce qu'on leur a dit. Et l'affaire pourrait bien ne pas en rester là. Maître Rustic et Maître Tracol, les avocats de Laetitia ont fait appel et demandent un nouveau procès. Selon eux, un témoignage disculpe leur cliente. C'est celui de la voisine la plus proche de la maison de Jean-Jacques Lepage, celle qui a prévenu les pompiers la nuit de l'incendie. C'est capital parce qu'à 5 h du matin, cette dame qui est insomniaque va se lever, va voir des flammes et va appeler les pompiers. Et on a l'enregistrement de cette conversation. Cette dame va décrire qu'elle voit des flammes, qu'elle voit une fenêtre ouverte à la chambre, puis une fenêtre qui se ferme. Et puis surtout en fin de conversation, elle finira en indiquant que la lumière de la cuisine, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, là où il n'y a pas d'incendie, vient de s'éteindre. C'est la preuve de l'innocence de Laetitia Monnier. S'il y a quelqu'un à 5 h du matin, ça ne peut pas être Laetitia Monnier. À cette heure-ci, de nombreux témoins attestent de sa présence à une fête dans le quartier. À l'intérieur de la maison de Jean-Jacques Lepage, 2 profils ADN non identifiés ont été retrouvés.